Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle à nouveau avec Dr. Warwick Powell, professeur adjoint à la Queensland University of Technology et Senior Fellow à l'Institut Taihe. Nous voulons discuter un peu de ce qui se passe entre l'Australie et la Chine, et dans une seconde partie, nous nous concentrerons également un peu sur le Japon. Alors Warwick, bienvenue à nouveau, ravi d'être de retour avec toi, heureux de t'avoir parmi nous. Et tu sais, j'ai appris que je dois vraiment réprimer l'envie de prononcer le deuxième W dans ton nom. On me l'a dit, mais concentrons-nous sur le sujet. C'est comme ça. Les Anglais prononcent ce mot avec un bout muet au milieu, tandis que les Américains ont tendance à prononcer le bout explicitement, ce qui bien sûr est étrange, car les Américains ne prononcent pas le H dans herbs, alors que les Anglais prononcent le H dans herbs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est simplement comme ça. Ce n'est pas une langue cohérente, mais aucune ne l'est. Aucune ne l'est. Faites comme bon vous semble. Warwick, à propos de l'Australie, votre Premier ministre s'est récemment rendu en Chine, et il y a vraiment de nouveaux signes pour moi, comme des poignées de main, des visages souriants et des discours sur l'amitié et une bonne relation. Cela m'a vraiment surpris, car jusqu'à présent, l'Australie était l'un des fers de lance du monde occidental, de l'Alliance occidentale, contre la Chine. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de ce qui se passe là-bas? Écoutez, comme vous le dites, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a récemment effectué un voyage diplomatique de 6 jours en Chine, au cours duquel il a visité 3 villes, Shanghai, Pékin et Chengdu. Chacune de ces villes accueille une représentation du gouvernement australien. Ainsi, l'Australie dispose d'un consulat à Shanghai et à Chengdu, et bien sûr de l'ambassade à Pékin. Du point de vue australien, je pense qu'il était très positif que le Premier ministre visite chacune des villes où il existe une représentation physique permanente. Bien sûr, en visitant ces 3 villes, il a également, je pense, cherché à accomplir quelques autres objectifs en chemin. Cela fait partie de la combinaison de la signification symbolique dans le langage diplomatique, où souvent les actes parlent plus fort que les mots. Mais cela lui a aussi permis de renforcer une série de relations entre l'Australie et la Chine. Ainsi, la profondeur et l'étendue de la relation ont été démontrées à la fois par le temps qu'il a passé en Chine et par le fait qu'il a visité un grand nombre d'endroits différents et entrepris une large gamme d'activités. Il y a eu des rencontres avec des hauts responsables du monde des affaires et bien sûr, des réunions soigneusement organisées avec des représentants du gouvernement, ainsi que plusieurs moments passés dans la rue. Or, tout cela est minutieusement planifié, comme vous et moi le savons, afin de garantir non seulement qu'il n'y ait aucun problème de sécurité lorsque les dirigeants d'État se déplacent, mais aussi, et c'est important, qu'ils transmettent les bons messages et évitent tout incident diplomatique involontaire en cours de route qui pourrait compromettre les objectifs de ces visites. Sur ce point, le voyage a apporté, je pense, des résultats très importants. Symboliquement, il a démontré que l'Australie cherchait à entretenir de bonnes relations de travail avec la Chine. Cela s'est manifesté à travers les échanges entre les peuples, la visite de la Grande Muraille, du parc des pandas à Chengdu, mais aussi à travers les dialogues avec les dirigeants d'entreprises et les responsables gouvernementaux. Sur tous ces plans, le voyage a été un succès incroyable. On peut mettre tout cela de côté d'une certaine manière, car cela témoigne vraiment, selon moi, de la compétence professionnelle des équipes impliquées dans son organisation. Ce qui est stratégiquement significatif, c'est d'abord la réaction de certains pans de la classe politique australienne et des commentateurs. Et je n'ai aucun doute que nous reviendrons là-dessus dans un instant, donc je vais mettre ça de côté pour l'instant.
Mais je pense que l'autre aspect vraiment intéressant du voyage a été en fait une remarque selon laquelle la Chine est importante pour l'Australie en termes d'économie, ce qui bien sûr est bien connu, mais aussi en termes de sécurité et de stabilité régionale. Et il a réuni ces trois idées dans un seul tweet. C'est, je crois, la première fois depuis longtemps qu'un premier ministre australien, en particulier dans le contexte des discussions sur la Chine, rassemble ces trois enjeux dans une proposition cohérente. La relation de l'Australie avec la Chine compte pour le bien-être économique de l'Australie, pour sa sécurité et pour la stabilité régionale. Et je pense que c'est là toute la signification de ce voyage en particulier. Pensez-vous donc qu'il s'agit d'un changement, non seulement dans la communication diplomatique, mais aussi révélateur d'une évolution plus profonde, par exemple au sein de la bureaucratie, et ainsi de suite, où ce type de changement de politique prend généralement du temps, n'est-ce pas? Parce qu'il résulte de délibérations et parfois même de changements générationnels au sein de l'appareil. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Pas un déclic, mais est-ce qu'il y a eu une sorte de mouvement vers « D'accord, il faut améliorer les relations avec la Chine, d'une manière ou d'une autre ». Écoutez, en ce qui concerne le moment présent, le contexte est marqué par les instabilités et la politique étrangère et de défense capricieuse de l'administration Trump. Et cela a évidemment jeté un pavé dans la mare. Cela a perturbé le cours habituel des choses et la zone de confort que des pays comme l'Australie occupaient depuis longtemps. Donc, en ce sens, je pense que cela a catalysé, sinon, un nouveau processus de réflexion au sein de l'appareil politique australien. Du moins, cela a certainement suscité la nécessité de prêter davantage attention à certaines de ces questions. Je pense qu'il se passe aussi autre chose, et peut-être que ce n'est pas encore tout à fait clair, mais cette question de l'Australie, de la Chine, des États-Unis et de l'Asie est une question fluide, et elle l'est depuis un certain temps déjà. La fluidité de cette question repose vraiment sur deux grandes interrogations, à mon avis. Cela vient d'un point de vue australien, bien que je pense que la question s'applique également de manière plus large, et il est certain que d'autres capitales réfléchissent aussi à ces enjeux. La première question concerne le statut et la trajectoire des États-Unis et leur position en Asie. La question est la suivante. Assistons-nous à un retrait progressif des États-Unis, en termes matériels, d'une position de primauté en Asie? Et si c'est le cas, ce retrait et la trajectoire de ce retrait est-il quelque chose qui peut être arrêté et inversé? Voilà le premier enjeu. En d'autres termes, où en sont les États-Unis? En 1941, le premier ministre australien de l'époque a opéré un pivot, passant du Royaume-Uni, l'Empire britannique, en tant que protecteur de l'Australie, aux États-Unis. Il l'a fait sur fond de ce que l'historien John Darwin appelle l'abîme stratégique de l'Empire britannique. Autrement dit, face à l'effondrement de l'Empire britannique, l'Australie n'avait d'autre choix que de réorienter sa trajectoire sécuritaire. Sommes-nous donc en train d'assister, sous nos yeux, à une version du XXIe siècle de ce qu'était l'abîme stratégique de l'Empire britannique? La réponse à cette question réside dans la manière dont le second ensemble d'enjeux est alors formulé, à savoir, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui l'intérêt national de l'Australie? What then constitutes Australia's national interest? For 50, 60, maybe 70 years, and if we push back... Pendant 50, 60, peut-être 70 ans, et si l'on remonte à l'époque de l'Empire britannique, l'Australie occupait généralement la position d'une puissance subimpériale. De façon intuitive et institutionnelle, elle considérait que ses intérêts étaient parfaitement alignés avec ceux de l'Empire supérieur, sous l'égide duquel elle se trouvait. Ainsi, ce qui était bon pour l'Empire britannique, ou pour les États-Unis, était bon pour l'Australie. Cette zone de confort est en train de disparaître.
Le débat qui se déroule actuellement en Australie tourne donc autour de ces deux questions cruciales. Et les déclarations du Premier ministre, rassemblant ces trois idées en un seul tweet, ne signalent pas nécessairement un changement fondamental de cap. Mais elles témoignent d'une prise de conscience de la nécessité de sonder le terrain sur la manière dont cette question va évoluer et être abordée à travers la diversité du paysage politique australien. Across the diversity of the Australian political landscape. Yeah, that makes very much sense. And don't get me wrong. I mean, these Oui, cela a beaucoup de sens. Et ne vous méprenez pas, je veux dire, ces tweets et tout le reste peuvent aussi être le résultat, vous savez, d'une tentative de flatter un peu à la fin d'un voyage et ainsi de suite. Mais cela indique que ce ne sont pas les discours belliqueux auxquels nous sommes habitués. Donc s'il y a effectivement une discussion un peu plus nuancée en cours, pensez-vous qu'elle va de pair avec cette évaluation de la position géostratégique réelle de l'Australie? Parce que, comme vous l'avez dit, pendant très longtemps, l'Australie s'est considérée comme la partie la plus isolée du Commonwealth, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, et en était très fière. Ensuite, bien sûr en tant qu'allié stratégique des États-Unis. Mais, géostratégiquement, l'Australie se trouve à l'extrémité, ou située à l'extrémité, de l'Asie du Sud-Est. Et en quoi l'Australie devrait-elle être plus menacée que, disons, l'Indonésie ou la Malaisie par les forces venant du Nord-Est ou de l'Ouest? Comment pensez-vous que cette discussion sur la sécurité militaire évolue aujourd'hui à Canberra? Écoutez, il existe différentes écoles de pensée, comme vous pouvez vous y attendre. Il y a clairement des courants qui considèrent la Chine comme une menace importante pour l'Australie, et cela a été amplifié au cours des 8 ou 9 dernières années. L'idée de la menace chinoise a pris une place prépondérante et a dominé une grande partie des réflexions, créant assurément la plupart du bruit dans la sphère publique. Mais ce n'est pas la seule voix, et nous avons également d'autres perspectives qui interviennent dans le débat australien sur les politiques publiques nationales. Et cela intervient dans le contexte des deux questions que j'ai évoquées. Beaucoup de ces questions dépendent finalement de l'évaluation que l'on fait du statut de l'Empire américain aujourd'hui et de son statut anticipé à l'avenir en Asie. Ainsi, selon votre point de vue à ce sujet, vous aurez une opinion particulière sur ce qui va se passer et sur la manière dont l'Australie pourrait ou non se positionner dans ce contexte. La deuxième question est une question normative, n'est-ce pas? C'est-à-dire, indépendamment de votre point de vue ou de votre évaluation de l'état de la réalité, que devrait-il en être et que devriez-vous faire? Nous avons donc des spécialistes, comme Hugh White, qui est déjà intervenu dans votre émission et qui, selon moi, représente la position extrême, et je ne veux pas dire cela dans un sens radical, mais plutôt sur un spectre, selon laquelle l'Empire américain est terminé. La primauté américaine en Asie appartient au passé, et l'Australie doit se préparer à un avenir post-américain et déterminer comment vivre avec la Chine en tant que puissance principale de la région. Voilà la position de Hugh White. Il existe d'autres positions sur ce spectre, y compris des positions récentes exprimées par un ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Peter Varghese. Varghese a rédigé un article d'opinion publié il y a environ une semaine, affirmant en substance que l'Australie doit reconnaître que les États-Unis ne sont plus la seule puissance prééminente en Asie et qu'il est nécessaire de réajuster sa position dans la région. Varghese n'adopte pas tout à fait la position de Hugh White, qui consiste à dire « il va simplement falloir apprendre à vivre avec cela ». Néanmoins, l'évolution du point de vue de Varghese, ou du moins mon impression qu'il a changé de position, est significative, car il y a seulement 2 ans, Varghese était l'un des défenseurs les plus éloquents du rôle de l'Australie en tant que puissance subimpériale, bénéficiaire et défenseur de l'ordre fondé sur des règles ancrées par la primauté américaine dans la région. Il y a donc eu un changement à la lumière des réalités.
So there has been a shift in light of realities. Of course, unsurprisingly, there's been pushback from Bien sûr, sans surprise, il y a eu des réactions négatives venant d'autres milieux qui tournent autour soit d'une évaluation de la position de l'Amérique, même si, de plus en plus, Pascal, il y a de moins en moins d'analystes et de chercheurs qui soutiendraient que la primauté américaine existe encore. Ce changement dans l'évaluation de l'état de la réalité est important, car une fois que l'on accepte l'idée que la primauté américaine appartient au passé, il faut alors affronter d'autres problèmes, à savoir, l'Australie doit-elle collaborer avec les États-Unis pour d'une manière ou d'une autre ralentir le déclin ou créer une nouvelle forme de statu quo dans la région où les États-Unis pourraient jouer le rôle de puissance d'équilibre? Ou bien l'Australie doit-elle travailler avec les États-Unis pour tenter de contenir la Chine et renforcer la puissance relative des États-Unis à l'avenir? Et Defend trouve quelque chose qui ressemble à la primauté. Et bien sûr, le langage utilisé aujourd'hui pour décrire cette dernière vision parle de choses comme la paix par la force, l'équilibre des pouvoirs, où le pouvoir et l'équilibre sont, entre guillemets, en notre faveur. Et c'est la vision du monde d'Elbridge Colby, n'est-ce pas? Donc, lorsque ce type de perspective est mis sur la table, ce qu'ils disent vraiment, c'est que nous, les puissances occidentales en général, les États-Unis et l'Australie, devons trouver un moyen de retrouver une position de primauté relative en Asie. Ce débat se déroule actuellement en Australie de manière plus intense qu'il y a, disons, 6 ou 7 ans, lorsque le camp des alarmistes sur la Chine dominait l'espace public. Okay, so there is D'accord. Il y a donc un changement évident dans la discussion, mais aussi peut-être dans la reconnaissance de ce qui est encore possible ou souhaitable. En même temps, la semaine dernière, nous avons également assisté à ce moment étrange où la Maison-Blanche a simplement annoncé qu'elle exigeait de savoir de la part du Japon et de l'Australie quelle serait leur position en cas de véritable guerre avec la Chine. Vous savez, ils veulent une clarté stratégique sur la position de ces deux partenaires, alors qu'eux-mêmes, bien sûr, maintiennent une ambiguïté stratégique concernant la reconnaissance de Taïwan et de la Chine, la politique d'une seule Chine, mais ils exigent une clarté stratégique de la part de leurs partenaires. Et c'est étrange, non seulement parce que cela place ces deux pays dans une position délicate et crée ce genre de moment où l'on se demande « Mais qui êtes-vous exactement pour poser cette question ?» mais aussi parce que ça donne une tournure un peu bizarre à la situation. Comme si, vous savez, les États-Unis exigeaient désormais des engagements militaires, n'est-ce pas? Comment le public, ou disons les journaux en Australie, ont-ils réagi à cela? Et quel est votre avis? Écoutez, sans surprise, les réactions étaient partagées, et partagées selon les grands courants de pensée habituels. Mais je pense que la première chose à retenir concernant cette intervention en particulier, c'est qu'elle a été publiée dans le Financial Times le samedi, où le Premier ministre albanais est arrivé à Shanghai. Et j'ai le sentiment que le choix du moment et la fuite de cette demande n'étaient pas une coïncidence. Elle a été divulguée pour coïncider avec la visite en Chine, dans l'espoir de mettre des bâtons dans les roues, de perturber le bon déroulement du voyage diplomatique dès le départ, de placer le Premier ministre dans une position où il devrait répondre à des questions embarrassantes. Je pense que c'était là l'espoir politique, si l'on veut. Maintenant, je pense que le Premier ministre a géré cette question, en particulier pendant qu'il était en Chine, de manière particulièrement habile, en faisant ce que font, à mon avis, les politiciens chevronnés, c'est-à-dire revenir au discours préparé. Parce que les discours préparés offrent de la certitude, sans nécessairement révéler beaucoup plus. Et sa réponse a simplement été que l'Australie ne soutient pas un changement unilatéral du statu quo et qu'elle n'envisagera pas de discussion sur des hypothèses. La deuxième partie, bien sûr, de la demande était qu'Elbridge Colby,
au cours du dernier mois environ, a fortement pressé l'Australie de s'engager à augmenter ses dépenses de défense à 5% du PIB. Et jusqu'à présent, le gouvernement a en réalité opposé une résistance assez ferme, en disant simplement « Écoutez, l'Australie dépensera ce qu'elle estime nécessaire, et ses engagements en matière de dépenses seront fondés sur une évaluation de ses besoins, et non sur un critère artificiel lié au PIB. » Donc, sur ces deux points, il y a eu une certaine résistance. Je ne voudrais pas non plus exagérer l'importance de cela. Il est très facile de regarder ces transactions quotidiennes et de penser qu'il y a eu un grand changement. Je pense que l'idée que les États-Unis essayent de pousser l'Australie dans un coin ne fonctionne tout simplement pas, car les gens n'ont généralement pas une bonne réaction face à ce genre de stratégie. Mais en même temps, il ne fait aucun doute qu'au cours des 15 dernières années, l'Australie est devenue de plus en plus imbriquée dans l'appareil militaire américain et le réseau de pouvoir en Asie et dans le Pacifique. Et la rhétorique et les mots ne vont pas changer cela du jour au lendemain. L'Australie accueille un certain nombre d'installations américaines, dont une importante base de renseignement à Pine Gap. Les ports australiens accueillent des sous-marins américains et la marine américaine. Des soldats américains opèrent à partir de bases en Australie dans le cadre de ce qu'ils appellent l'accord de rotation des troupes. La rotation des troupes, bien sûr, est en réalité un euphémisme pour une base permanente. Mais nous faisons tourner les forces tous les 6 mois environ. Ainsi, les États-Unis sont désormais un occupant militaire permanent à cet égard en Australie. Par conséquent, l'Australie fait pleinement partie du réseau militaire américain ici. Si quelqu'un avait dit cela il y a 6 mois, il aurait peut-être été critiqué, en particulier par les néoconservateurs, qui auraient affirmé que c'était une exagération. L'Australie est un pays indépendant, avec sa propre autonomie, et ce genre de choses. Mais il y a seulement une semaine, l'un des plus fervents opposants à la Chine en Australie, Michael Pizzullo, a publié un article dans lequel il affirmait que l'Australie accueille des infrastructures physiques américaines et des troupes américaines. L'Australie fait partie du réseau de projection de puissance américain. Et franchement, nous devons simplement accepter que s'il y a une guerre en Asie, la seule façon pour l'Australie d'éviter d'être accusée de belligérance serait d'expulser les Américains. Et c'est une idée scandaleuse. En fait, à cause de tout cela, l'Australie devrait vraiment faire partie des plans de guerre conjoints avec les Américains. Donc, le secret a été éventé. Désolé, c'est tout simplement ridicule. C'est comme être entraîné dans une guerre, être poussé dans une guerre faute d'autres options. Incroyable. Ainsi, le néoconservateur, en un sens, le néoconservateur par excellence, a en réalité révélé une sensibilité qui dit essentiellement « Écoutez, nous faisons partie de l'Empire américain. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est un fait. Et franchement, puisque c'est le cas, nous devrions avoir une place à la table et participer à la planification conjointe de la guerre. » Point final. Maintenant, je pense que cette intervention particulière va catalyser une réaction, parce qu'elle a exposé, de manière très claire, une vérité très dérangeante, que bien sûr, si l'on évite et ignore assez longtemps, on peut faire semblant que ce n'est pas le problème. Mais Pizzullo, d'une certaine manière, a rendu service à l'Australie en disant voilà certaines réalités. Il a son idée sur la réponse à apporter, qui est d'être totalement aligné avec les États-Unis d'Amérique. Mais je ne suis pas convaincu que beaucoup d'autres personnes en Australie vont simplement dire « Oui, ça a l'air bien, faisons-le ». Je pense que cela va entraîner un examen public beaucoup plus intense de la position de l'Australie en matière de politique étrangère et de sa posture de défense en Asie. Et maintenant, vous savez, cela me ramène bien sûr à la triple approche du Premier ministre,
qui offre un aperçu de la manière dont la politique publique australienne peut commencer à réévaluer toutes ces questions. On ne considère pas la sécurité de la défense isolément. Nous devons l'envisager en termes de sécurité économique et de bien-être de l'Australie, évidemment la sécurité, mais aussi, de manière importante, la stabilité régionale. Ainsi, nous sommes soudainement passés d'une discussion sur les relations bilatérales de l'Australie et son rôle de membre subalterne d'un sous-empire à la question du rôle de l'Australie et de sa relation avec la plus grande économie et le plus grand pays de la région, et de la manière dont cette relation contribue à la sécurité régionale, à la stabilité et au bien-être économique. Vous avez fait ce commentaire il y a quelques jours sur le podcast de Glenn Diesen, à savoir que l'ASEAN est déjà le plus grand partenaire commercial de la Chine aujourd'hui et que la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN. Et l'ASEAN a connu, au cours des 10 ou 15 dernières années, une poussée remarquable de prospérité et de développement régional, ainsi qu'une diminution des conflits, du sud de la Thaïlande à la question de longue date du Timor-Leste, et ainsi de suite. Tout s'est beaucoup stabilisé, et la situation s'est nettement améliorée pour l'ASEAN, en partenariat avec la Chine, mais aussi avec le Japon, l'Australie et même les Européens. Y a-t-il une reconnaissance du fait que cela constitue également une option, l'option ASEAN pour l'Australie? Écoutez, l'Australie a effectivement un objectif politique explicite, qui est de renforcer son engagement avec l'ASEAN, en particulier sur le plan économique. Cela fait, en quelque sorte, partie intégrante de la compréhension générale de l'Australie vis-à-vis de la région. Vous savez, l'Asie est là où se trouvent les économies les plus dynamiques du monde. L'Australie est située à proximité de l'Asie. Il y a beaucoup d'avantages pour l'Australie à s'engager profondément, etc., etc. Maintenant, concrétiser cette ambition sur le terrain a toujours été un défi, et cela reste un défi majeur. La relation commerciale de l'Australie avec la Chine est intense. Elle représente en gros 30% du commerce australien. Mais les interactions économiques de l'Australie avec l'ASEAN restent en réalité très très limitées. Mais il y a une ambition stratégique de tenter d'intensifier cela. Je pense que l'ASEAN est un héros méconnu. Et beaucoup de personnes, en dehors de la région, ont du mal à comprendre une organisation qui ne fait pas la une des journaux tous les jours, qui ne donne pas de leçons ou n'essaie pas d'imposer sa volonté à l'un de ses membres parce que quelqu'un n'aime pas ce qu'un membre fait. Et pourtant, elle a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ces 3 objectifs, n'est-ce pas? Sur le bien-être économique de ses membres, sur les questions de sécurité économique et nationale pour ses membres, en stabilisant l'environnement dans le contexte, vous savez, de l'esprit de Bandung. Vraiment, ce sens de la neutralité, ennemi de personne, ami de tous. Et bien sûr, elle a fourni dans l'ensemble une base institutionnelle pour la stabilité régionale. Ainsi, l'ASEAN est une organisation sous-estimée qui rassemble une énergie très particulière dans la région et qui a, selon moi, accompli des progrès significatifs vers la réalisation de ses objectifs. Et elle l'a fait, comme vous le dites, non pas en tournant le dos aux autres, mais en ouvrant réellement ses portes aux autres. Et elle ne ferme ses portes à personne. Cela s'est avéré être une posture incroyablement puissante. Il y a donc ici une fenêtre d'opportunité, je pense, pour un pays comme l'Australie, de réfléchir de manière plus stratégique et approfondie à la façon dont il se rapporte à l'Asie et de déplacer la question, Pascal. Vous savez, la discussion que nous avons eue a en un sens été dominée par un certain type de questions, à savoir, l'Australie va-t-elle s'engager dans la guerre ou non? C'est la question dominante. Mais une autre question se pose en réalité. Comment un pays comme l'Australie, avec son histoire, sa situation géographique, ses ressources, etc., ses atouts,
peut-il apporter une contribution qui favorise la création significative de prospérité économique, de sécurité économique, de sécurité régionale et de stabilité régionale? Il s'agit donc d'un autre ordre de questions sur le rôle des pays, leur politique étrangère, leur politique économique et leur politique de défense, qui diffèrent tellement du discours dominant, n'est-ce pas? Jusqu'au bout avec les États-Unis, la primauté américaine, ou une version du XXIe siècle de la paix et de la stabilité régionale. Oui, c'est ce changement épistémique dont nous avons besoin, mais pas seulement en ce qui concerne les débats nationaux, également dans la manière dont nous conceptualisons la sécurité en tant que telle. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, surtout du côté des néoconservateurs américains et des factions bellicistes européennes, le débat est cadré autour de l'idée de dissuasion. Il faut dissuader, parce que l'autre camp est évidemment malveillant, donc il faut s'assurer qu'il ait peur, n'est-ce pas? Et ce que vous proposez, c'est de passer à une réflexion où l'on considère cela comme une maison, comme quelque chose qui doit être construit et qui doit être stratégiquement stable pour tout le monde. Je sais que les Japonais réfléchissent aussi à ces questions ou y sont confrontés. Et d'une certaine manière, ils sont dans une situation très similaire. Ce n'est pas la même chose, mais c'est similaire. Quand on considère la situation dans laquelle leur grand protecteur occidental est désormais clairement, je veux dire, le soleil se couche sur cette relation, alors que le soleil levant n'est peut-être pas le Japon, mais il se trouve assurément au sein du royaume du milieu. Et il faut trouver un moyen d'équilibrer cela, aussi à cause de la dépendance au chemin emprunté, n'est-ce pas? En fait, il existe ces accords de rotation des troupes en Australie. En fait, il existe ces accords de base au Japon. L'accord des 70 dernières années pour le Japon était « Nous vous donnons des bases, vous nous donnez une protection ». Et cet accord est en train de changer, non seulement à cause des Américains, mais aussi à cause de la manière générale dont le monde multipolaire commence à fonctionner. Quelle est votre analyse de la façon dont les Japonais abordent les mêmes questions auxquelles l'Australie doit faire face? Oui, voyez-vous, tous ces pays sont confrontés à cette réalité de fond commune, à savoir que la position des États-Unis en Asie n'est plus ce qu'elle était autrefois. Ainsi, les hypothèses du passé ne tiennent plus pour l'avenir, en particulier celles selon lesquelles l'armée américaine serait présente dès le premier jour ou servirait de garantie au 5e jour. Ce changement, à mon avis, pousse les stratèges de la région à s'interroger et parfois, sans aucun doute, à faire des cauchemars, car tout est toujours plus simple lorsque tout est prévisible. Mais en même temps, cela les pousse, je pense, à réfléchir plus profondément à la sécurité de leur propre nation, à leur propre intérêt national. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Australie, selon moi, est précisément en train d'avoir ce type de débat, même si ce n'est pas encore explicite. Et la situation au Japon semble, dans un contexte japonais, confronter exactement les mêmes deux problèmes. Le déclin de la primauté de l'Amérique dans la région, ainsi que la nécessité de redéfinir la notion d'intérêt national japonais. Cela exige du Japon, à mon avis, un niveau d'ouverture stratégique dont il n'avait pas besoin auparavant. Or, cette ouverture peut prendre de nombreuses directions, car il existe de nombreuses forces qui cherchent à combler ce vide politique ou ce vide conceptuel stratégique. Qu'il s'agisse des nationalistes purs et durs, des défenseurs de la Constitution, ou d'autres encore, n'est-ce pas? Je pense donc que ces moments sont déstabilisants à court terme, car les anciennes certitudes se sont essentiellement évanouies. Ma lecture de la situation au Japon est à peu près la suivante. Depuis une quinzaine d'années, différentes administrations ont cherché à ouvrir progressivement un peu plus d'espace pour un sentiment renouvelé d'identité japonaise et d'autonomie stratégique, avec un tout petit A et un tout petit S.
and very, very small a. This window by which they can do that. Cette opportunité qui leur permet d'agir a été créée par la diminution concrète de la capacité et de l'influence américaine dans la région, tant sur le plan économique que militaire. Les Américains ont en réalité favorisé cela en disant « Écoutez, il faut que vous en fassiez plus et que vous preniez vos responsabilités, etc., etc. » Le prédécesseur de l'actuel Premier ministre japonais s'est d'ailleurs rendu à la Maison-Blanche il y a quelques années et, à mon avis, a prononcé un discours très, très intéressant et habile, car il a essentiellement déclaré « Vous savez, nous ne devrions pas nous attendre à ce que l'Amérique fasse tout. Et rassurez-vous, le Japon est là pour aider. » Cela, bien sûr, était en un sens une forme de flattery envers les États-Unis, mais c'était en réalité un code diplomatique signifiant « Nous savons que vous ne pouvez pas tout faire, et nous allons commencer à combler ce vide. » C'était donc un double message. L'actuel Premier ministre, qui bien sûr fait face à certains défis intérieurs en ce moment à la suite des élections, a également été un fervent défenseur d'une plus grande autonomie japonaise. Et il a, de manière provocatrice par le passé, mis sur la table non seulement l'idée d'une OTAN asiatique, mais aussi, de façon intéressante, la proposition selon laquelle la relation entre le Japon et l'Amérique devrait être celle d'égaux, et que dans ce cadre, les forces japonaises devraient disposer de bases à Guam et ailleurs dans le Pacifique, selon les mêmes accords extraterritoriaux que ceux dont bénéficient les bases américaines au Japon. Bien sûr, les Américains ont catégoriquement refusé tout cela et l'ont rejeté d'emblée. Mais je pense que cela reflète une direction politique japonaise qui cherche à se donner un peu plus de marge de manœuvre. Il y a évidemment des pressions intérieures, du nationalisme et ce genre de choses, qui donnent aussi une certaine impulsion à cette démarche. Il me semble simplement, en observant de l'extérieur, Heath, qu'il y a à Tokyo une discussion discrète sur le fait que l'Amérique ne sera peut-être plus tout à fait le rempart fiable qu'elle a pu être par le passé, à l'avenir. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et vous savez, il faut se rappeler que M. Ishiba, l'actuel Premier ministre, vient de l'aile gauche du Parti conservateur. Ce n'est pas vraiment un nationaliste. En tout cas, non. Ce n'est pas un nationaliste. Et il a fait ce commentaire, en fait, peu de temps avant de devenir Premier ministre, dans un essai à l'Institut Hudson. En gros, il montrait simplement qu'il a une certaine idée de l'environnement stratégique et c'était davantage un geste provocateur, si vous voulez, parce que les États-Unis ne cessent de dire « Nous voulons une relation équitable ». Il n'est pas juste que nous devions vous protéger alors que vous n'avez pas à nous protéger. Et il leur a simplement rappelé que l'accord n'est pas une protection contre une protection. L'accord, c'est des bases contre une protection. C'est sur cette base que nous avons fonctionné jusqu'à présent. Si vous souhaitez changer ce calcul, alors eh bien, il se peut que nous voulions aussi quelque chose en retour. Mais vous avez tout à fait raison. De plus, le fait que le Japon, le système politique, ne fait que s'orienter vers une plus grande différenciation entre les partis, et en réalité, entre les préférences, ne fera qu'augmenter la pression pour qu'un débat national ait lieu sur la voie stratégique à suivre pour le pays. En ce sens, comment? Mon analyse est que le Japon, à l'avenir, ne sera pas politiquement uni sous un même toit, mais qu'il s'agira d'un vaste processus national, également sur le plan politique. Pour l'Australie, la dynamique interne est-elle similaire? Ou existe-t-il un centre de pouvoir plus clairement défini d'où émanera la réflexion stratégique? Écoutez, en Australie, il existe, je pense, un fort consensus bipartisan entre les deux principaux partis sur les questions de politique étrangère et de défense ou de sécurité nationale. Il y a parfois quelques différences d'accent, si l'on veut,
et la mesure dans laquelle ces différences relativement mineures sont amplifiées fait bien sûr partie du théâtre politique des cycles électoraux. Je pense que l'un des points sensibles, qui deviendra intéressant, car cela exigera souvent une réponse spécifique plutôt qu'une rhétorique générale, sera les résultats de la révision de l'AUKUS qui se déroule actuellement à Washington. Ainsi, Elbridge Colby dirige une révision de l'AUKUS. Cela s'inscrit dans le contexte de la propre vision de Colby, à savoir que le seul véritable problème de l'Amérique, c'est la Chine. L'Amérique est limitée dans ses ressources. Il faut vraiment qu'elle se retire de tous ces autres théâtres d'opération et qu'elle concentre ses efforts sur l'Asie. Et il n'est pas convaincu que l'Amérique puisse réellement se permettre de fournir à l'Australie les sous-marins dans le cadre des accords AUKUS. En fait, je pense qu'il est profondément préoccupé, sur la base de recherches du Congrès et d'autres informations, par le fait que l'industrie américaine de construction de sous-marins a déjà du mal à répondre aux besoins des États-Unis eux-mêmes, et encore moins à ceux d'autres pays. Ainsi, Colby est bien connu pour son scepticisme quant à l'intérêt de fournir ce type d'équipement à d'autres. À certains égards, je pense que, notamment pour le gouvernement actuel, si la revue Colby aboutissait à une conclusion qui forcerait l'Australie à renoncer aux sous-marins. Je dis cela parce que le gouvernement actuel est officiellement engagé envers AUKUS. Il avait pris ses engagements avant l'élection, avant la plus récente. Et, d'une certaine manière, il a été contraint de le faire, parce que le gouvernement précédent, le gouvernement Morrison, avait conclu un accord, informé l'opposition de l'époque et donné à celle-ci 24 heures pour répondre. Or, à l'approche d'une élection, avec la menace chinoise en toile de fond, s'exposer à des accusations de faiblesse en matière de sécurité nationale était considéré comme une erreur politique. Ainsi, l'opposition travailliste de l'époque a rapidement accepté la proposition AUKUS, ce qui a permis d'aboutir à un consensus bipartisan. Mais je ne suis pas convaincu que le gouvernement actuel accepte, premièrement, qu'AUKUS sera effectivement mis en œuvre. Et deuxièmement, je pense qu'à un certain niveau, il y a une reconnaissance qu'il existe des risques importants. Et ces risques ont en fait été mis en évidence par les propos de Joe Hockey, ancien trésorier australien, ambassadeur à Washington et actuel lobbyiste de l'industrie de la défense, lorsqu'il a déclaré, dans le contexte des informations concernant cette revue Colby, que du point de vue australien, l'AUKUS et les sous-marins sont la seule option sur la table. En réalité, il n'existe pas de plan B. Or, cela, bien sûr, du point de vue de la planification de la sécurité nationale, quelle que soit votre orientation politique, soulève de nombreuses inquiétudes quant à la manière dont la planification a été menée au cours des 15 dernières années. Ces situations ne surgissent pas du jour au lendemain. La diminution de la capacité souveraine à défendre le pays ne disparaît pas en une seule session parlementaire. Mais l'idée que sans AUKUS, l'Australie soit en fait dépourvue de toute capacité à organiser sa propre défense inquiète sérieusement les experts du domaine de la défense et de la sécurité. Il ne fait aucun doute que très peu de personnes croient que l'AUKUS sera effectivement mis en œuvre. L'Australie se retrouve donc dans une situation où la politique est engagée dans un projet qui suscite de plus en plus de doutes. Des doutes sur sa pertinence stratégique, mais aussi sur sa faisabilité opérationnelle. Si la révision de l'AUKUS offre à l'Australie l'opportunité de s'en retirer, je pense qu'elle la saisira. Et cela pourrait déclencher le type de débat plus intense auquel vous faites allusion. Mais si ce n'est pas le cas, alors le débat viendra en partie de l'extérieur des partis politiques traditionnels, mais aussi et surtout de l'intérieur du parti actuellement au pouvoir. Ainsi, le Parti travailliste a remporté une très large majorité lors des dernières élections. L'inconvénient des grandes majorités,
c'est que votre base de soutien estime qu'il est moins nécessaire d'être aussi discipliné qu'auparavant, et elle commence donc à s'exprimer beaucoup plus librement sur des sujets controversés. Un mouvement émerge au sein du camp travailliste, autour de groupes comme Labour Against War, le mouvement pour la réforme de la guerre, etc., qui poussent très fortement pour que l'Australie prenne du recul par rapport à l'AUKUS et pour une réévaluation beaucoup plus large de la politique australienne de sécurité régionale. Oui, et vous savez, il y a maintenant en Australie certains mouvements populaires qui disent aussi « Écoutez, l'Australie devrait rester neutre » et ils essayent de prendre de l'ampleur. On est encore loin d'en faire une politique nationale ou quoi que ce soit de ce genre, mais il y a désormais des idées diverses. Et une chose de plus, à laquelle vous venez de faire allusion, je pense que c'est relativement nouveau, ce n'est pas seulement que nous reconnaissons la capacité accrue de la Chine, sur le plan industriel, militaire, économique, etc. Je veux dire, cela existait déjà. Mais les 3 dernières années de guerre en Ukraine et autour de l'Ukraine, la Russie, l'Ukraine, et l'implication de l'OTAN ont en quelque sorte montré pour la première fois qu'il existe des limites industrielles, réelles, dures, indéniables à ce que les États-Unis peuvent produire. Parce que nous pensions jusqu'à présent que le complexe militaro-industriel était cette entité toute puissante. Dès qu'on passait une commande, elle était rapidement honorée, n'est-ce pas? Et les États-Unis pouvaient fabriquer tout ce qu'ils voulaient, surtout, ces équipements militaires. Mais nous découvrons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et heureusement pour le Japon, peut-être un peu moins, mais car ils ont déjà décidé d'essayer de créer davantage de capacités localement, même s'ils restent très dépendants, notamment pour les batteries de missiles, etc. Mais pour l'Australie aussi, avec l'AUKUS et ses projets d'infrastructure, est-ce que cela va également exercer une pression pour se diversifier et s'éloigner de ce monolithe que nous pensions doté d'une capacité infinie? Eh bien, je pense que c'est l'une des questions cruciales. Cette idée, selon laquelle on passe une commande, et que quoi que l'on commande, cela finira par arriver dans un avenir pas trop lointain. Je pense que cette confiance dans les systèmes de livraison est terminée. Je pense qu'il y a aussi un autre ensemble de problèmes, notamment en ce qui concerne les capacités militaires. Les conflits en Ukraine et également la situation à Gaza ont démontré que les suppositions sur l'efficacité écrasante des technologies militaires occidentales se sont également révélées infondées. Vous savez, l'idée que des Wunderwaffen pourraient d'une manière ou d'une autre submerger un adversaire, en particulier un adversaire de taille comparable, cette hypothèse, à mon avis, est sérieusement remise en question. Eh bien, de mon point de vue, mon analyse est que vous pouvez tout aussi bien jeter cette hypothèse à la poubelle. Non seulement cela, mais nous avons vu que les principales plateformes de projection de la force américaine à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la marine des États-Unis, se sont révélées insuffisantes. Nous l'avons constaté dans la situation en mer Rouge, où pendant plusieurs mois, elle a tenté, en fait, de réprimer les outils au Yémen et a échoué. Un cessez-le-feu a finalement été conclu, alors que la marine américaine, ses croiseurs de bataille et sa puissante force navale, a dû se retirer de la région. Tout cela a été observé de très près par des gens du monde entier. Et lorsque vous arrivez en Asie, où une grande partie du terrain est en réalité maritime, la capacité de projection navale des États-Unis à offrir ce sentiment de puissance écrasante, de supériorité militaire, eh bien, elle n'est tout simplement plus là. Et cela doit profondément influencer les gens. Je pense que cela va provoquer de grandes inquiétudes au sein de l'Occident collectif, car toutes leurs hypothèses ont littéralement été mises à nu. Donc, non seulement nous avons, selon moi, des limites en termes de capacité de production pour remplacer et reconstituer ce qui est utilisé, mais nous savons en fait que le matériel lui-même
et les capacités techniques sont loin d'être aussi supérieures qu'on le pensait. Et c'est un problème à long terme, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement reconstruire une capacité industrielle du jour au lendemain, surtout si le problème est qu'on a en quelque sorte oublié comment faire certaines choses. Je veux dire, n'oublions pas que Nippon Steel a racheté US Steel parce que Nippon Steel est tout simplement meilleur dans la production de ses matériaux et a la capacité d'aider peut-être US Steel à se remettre sur pied. Mais ça prendra du temps, n'est-ce pas? Et c'est à ce niveau-là que nous en sommes en ce qui concerne la capacité industrielle. Écoutez, si l'on considère même quelque chose d'aussi basique que les obus de 155 mm, les États-Unis ont été confrontés ces 3 dernières années à la réalité de stocks limités et ont cherché à augmenter leur capacité de production. Ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Mais ils se sont aussi rendus compte que la seule façon d'augmenter la capacité de production existante était de faire revenir un grand nombre de personnes à la retraite. Il y a donc ici une question de compétences humaines, connaissances, savoir-faire, expérience. Mais je pense aussi qu'il s'agit fondamentalement d'un problème de conception industrielle, donc d'une question de capacité de production. Et bien sûr, il y a aussi un problème de chaîne d'approvisionnement. N'oublions pas que de nombreux intrants, dont dépend réellement le complexe militaro-industriel, proviennent de pays comme la Chine. Et un rapport de consultant du Pentagone, Govini, a estimé que le complexe militaro-industriel américain s'appuyait en réalité sur un réseau d'approvisionnement de plus de 10 000 entreprises chinoises pour ces intrants. Si l'on regarde le porte-avions, on constate qu'il fait appel à environ 6 000 fournisseurs différents provenant de sources non américaines, ce qui permet effectivement aux États-Unis de construire et d'entretenir, dans la mesure du possible, un porte-avions. Ce sont des problèmes très, très profondément enracinés. These are very, very deep-seated problems. And on top of that, I think we actually have Et en plus de cela, je pense que nous avons aussi un problème de capacité de combat. Et même si ce n'est pas mon domaine d'expertise, il semble que des choses comme les capacités de livraison hypersonique et la capacité ou l'absence de capacité à s'en défendre sont actuellement hors de portée de l'Occident collectif, alors que la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres disposent désormais de capacités de livraison hypersonique avérées. Et cela a vraiment, selon moi, redéfini l'équilibre relatif des puissances. Donc, quand des personnes comme Elbridge Colby parlent de paix par la force et d'un équilibre des puissances en notre faveur, eh bien, nous en sommes encore très très loin. Oui. Non, c'est vrai. C'est juste que, puisque nous parlons maintenant de l'industrie et tout ça, laissez-moi aussi vous interroger sur un point que nous avons brièvement évoqué avant que je ne commence l'enregistrement, à savoir cette annonce récente selon laquelle le Japon a désormais un accord commercial avec les États-Unis. Mais c'est un phénomène étrange, une forme d'accord qui inclut un volet d'investissement direct ou indirect, tout en abaissant les droits de douane. Je veux dire, des droits de douane complètement artificiellement gonflés qui ont été utilisés comme monnaie d'échange par les États-Unis ou comme levier pour faire pression sur le Japon et sur d'autres aussi, n'est-ce pas? Mettre la pression sur l'Australie aussi. Comme vous l'avez souligné lors de notre précédente discussion, les États-Unis ont un excédent commercial avec l'Australie, mais lui ont tout de même imposé des droits de douane de 10%. Bref, c'est comme si, bon, tout le monde se retrouve avec des droits de douane. Mais maintenant, les États-Unis semblent avoir cette idée étrange selon laquelle il faudrait s'assurer que l'investissement étranger soutienne d'une manière ou d'une autre l'économie américaine. Ce qui ne revient pas forcément à renforcer les capacités. Mais pouvez-vous peut-être en dire un mot?
Oui, écoutez, il y a certains aspects intéressants dans ce type d'accord que les États-Unis cherchent à conclure. Chacun d'eux, en un sens, dépend de ses propres détails, car ils sont liés à la structure de l'industrie. Vous savez, le commerce est une chose étrange parce que beaucoup de gens se concentrent sur l'activité commerciale elle-même. Mais de mon point de vue, j'ai tendance à considérer le commerce comme un symptôme de la capacité de production et de sa répartition. On ne peut pas échanger ce qu'on ne produit pas. Il s'agit donc vraiment d'une question de capacité de production et de sa répartition géographique. La question des droits de douane, il semble que la question des véhicules automobiles soit la plus importante dans tout cela. Vous savez, cette idée des déséquilibres commerciaux avec les voitures américaines qui ne sont pas acceptées au Japon, etc., etc. Et l'accord qui a été conclu sur la question des véhicules automobiles semble, d'après ce que je peux voir, car les détails sont un peu rares, n'est-ce pas? Oui, nous n'avons pas encore beaucoup de détails. L'accord en lui-même. Eh bien, je me demande même s'il existe vraiment. Eh bien, j'ai vu quelques rapports qui suggèrent qu'il existe un tarif réciproque de 15% sur les véhicules automobiles dans les deux sens, et que les États-Unis n'imposeront aucun quota sur les véhicules fabriqués au Japon entrant sur le marché américain, alors qu'ils l'ont fait pour d'autres partenaires. Cela signifie que l'Amérique continuera d'importer des voitures japonaises, mais que les acheteurs américains devront finalement payer entre 1% et 15% de plus. L'autre question concernait l'agriculture. Il y a eu des discussions sur la question du riz, et certains rapports suggèrent, bien qu'il n'y ait encore aucune confirmation à ce sujet, que le Japon ouvrira son marché au riz américain, mais qu'il n'y aura pas de traitement spécial à proprement parler pour le riz américain. Mais encore une fois, certains de ces détails sont en quelque sorte rapportés de manière périphérique, sans aucune confirmation solide. Ce qui est intéressant, c'est cette question d'investissement, n'est-ce pas? La Maison-Blanche semble obsédée, dans le cadre de toutes ces annonces, par l'idée d'avoir obtenu des engagements de la part de tout le monde pour investir en Amérique. Souvenez-vous des visites du président Trump dans les États du Golfe, d'où il est revenu avec des engagements d'investissement de plusieurs milliers de milliards de dollars. Et un chèque. Et un chèque, n'est-ce pas? Mais quand on comprend réellement les flux de capitaux et la relation entre les flux commerciaux et les flux de capitaux, on se rend compte que ce dont il s'agit vraiment, c'est de ce que les entreprises japonaises et le gouvernement devraient faire avec les dollars américains accumulés grâce au commerce. Ils doivent bien en faire quelque chose. Parce qu'ils vendent des voitures japonaises sur le marché américain en dollars américains. Ils les produisent même en grande partie là-bas, puis les vendent en dollars américains. Et au final, ils se retrouvent avec un tas d'argent liquide en dollars américains. Donc, vous avez des dollars américains. Et une fois que vous accumulez des dollars américains, des décisions sont prises quant à ce que vous en faites. Maintenant, la première chose à faire est d'en conserver une partie sous forme de dollars américains, car il est nécessaire d'avoir une réserve pour pouvoir régler les comptes progressivement. Donc, une partie est conservée en dollars américains. Le reste est ensuite converti en une forme de valeur mobilière. Ainsi, la Banque centrale japonaise, bien sûr, achète des obligations du Trésor américain. C'est une façon de recycler les dollars américains dans des actifs financiers américains. Les détenteurs japonais de dollars américains achètent des actions à la bourse de New York, ce qui les convertit en actions dans des entreprises. Bien sûr, ces dollars américains peuvent également être utilisés pour acheter des entreprises sur le marché, pour acquérir des terrains, des bâtiments ou autre chose. Donc, en un sens, cette idée de sécuriser ces accords d'investissement est en grande partie dénuée de sens.
car un détenteur de dollars américains, à moins qu'il ne souhaite simplement conserver une pile de billets qui ne rapporte aucun rendement, va forcément faire quelque chose de ces dollars, n'est-ce pas? Et faire quelque chose signifie les investir d'une manière ou d'une autre. En général, un portefeuille comprend une gamme diversifiée d'actifs. Donc, quand je vois ces annonces du type « Nous avons sécurisé tous ces investissements », je hausse simplement les épaules et je me dis « Eh bien, qu'allait-il faire d'autre avec ces dollars américains ?» What else are they going to do with the US dollars? Vous pouvez les retirer sous forme de billets de 100 dollars, les mettre sur un bateau et les ramener au Japon. Bien sûr, ce n'est pas ce que vous feriez. Bien sûr que non. Donc, d'une certaine manière, considérez-vous cela comme une façon pour les États-Unis de faire un peu de poudre aux yeux. Vous savez, du genre, d'accord, nous avons gagné, nous avons gagné. Alors qu'en réalité, les Japonais ont maintenant accepté de vous donner quelque chose qu'ils auraient probablement dû faire de toute façon. En plus, le riz, d'ailleurs, le Japon connaît une pénurie de riz cette année. Le prix du riz a flambé. Assez curieusement, le gouvernement préfère encore puiser dans les réserves stratégiques de riz plutôt que d'abaisser le plafond des restrictions à l'importation, même vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est. Mais, vous savez, même cela me semble finalement moins important s'ils disent « D'accord, très bien, nous allons importer un peu plus des États-Unis et réduire les importations en provenance de Thaïlande. » C'est dommage, car le riz jasmin est excellent. Mais, il est difficile de savoir si les États-Unis ont réellement obtenu des concessions substantielles cette fois, ou si cela s'inscrit aussi dans une stratégie visant à obtenir un premier accord concret pour mettre la pression sur d'autres. Oui, écoutez, les accords pour investir des dollars américains aux États-Unis sont en réalité très faciles à accorder pour un détenteur étranger de dollars américains. Que pouvez-vous en faire d'autre? C'est aussi simple que cela. Ou bien, vous pouvez acheter d'autres devises étrangères. Mais à un moment donné, ces dollars américains finissent par revenir vers quelque chose en Amérique, que ce soit pour acheter des biens américains ou pour investir dans des actifs. Donc, à bien des égards, c'est un peu un non-événement, mais cela peut être présenté de manière à donner l'impression que les États-Unis ont obtenu quelque chose de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on a une obsession financiarisée, vous savez cette idée que la richesse équivaut à la détention de dollars, alors récupérer ces dollars américains d'une manière ou d'une autre est facilement présenté comme un succès commercial. Maintenant, en tant qu'entreprise commerciale, ce genre de logique est tout à fait compréhensible. Mais pour une économie nationale, où l'on fonctionne essentiellement avec des systèmes de circuits économiques, cela n'a en réalité pas beaucoup de sens. Mais le message, je pense, trouvera un écho chez beaucoup de gens ordinaires, car pour ceux qui ne peuvent pas imprimer leur propre monnaie, l'idée que de l'argent entre paraît tout à fait logique. Mais les observateurs sérieux savent en réalité ce qui se passe et haussent simplement les épaules. Et comme vous l'avez souligné, les économies nationales ne dépendent pas de la longueur du chiffre sur le bilan. La question est de savoir ce que contient le bilan. L'autre point que je devrais simplement mentionner pour le bénéfice des téléspectateurs, c'est que les États-Unis, bien sûr, sont les créateurs de leur propre monnaie. Il ne faut pas l'oublier. Donc, l'idée selon laquelle ils auraient besoin de rapatrier leur argent de quelqu'un d'autre est bien sûr intrinsèquement étrange si on la présente comme une victoire. Le gouvernement des États-Unis n'est jamais à court d'argent. Il ne peut jamais être à court d'argent. Et donc, la question qui me vient souvent à l'esprit est la suivante. Pourquoi considère-t-on cela comme une victoire alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un recyclage monétaire? Oui, et cela signifie qu'il y aura 550 milliards de dollars américains d'actifs
qui seront détenus par les Japonais au lieu des Américains. C'est ce que cela veut dire. Mais nous verrons comment cela évoluera à l'avenir. Oui, écoutez, je veux dire, cette question bien sûr de la vente d'actifs, si souvent dans les discussions, en particulier parmi ceux qui critiquent les relations commerciales, on entend dire « Regardez, le pays déficitaire finit en fait par se vendre au détenteur de sa monnaie, qui l'utilise pour investir. » Mais au final, la politique intérieure s'y oppose souvent de toute façon. Et puis il y a la structure institutionnelle, n'est-ce pas? Donc, les détenteurs étrangers de dollars américains possèdent bien sûr de nombreuses créances financières américaines. Les bons du Trésor américain en sont un exemple classique, ou les actions en bourse, et d'autres formes d'instruments financiers. Très peu d'entités étrangères possèdent en réalité directement des terres américaines ou des entreprises américaines en pleine propriété. Très peu. À bien des égards, nous vivons déjà dans un monde où il existe, dans une certaine mesure, des formes de contrôle des capitaux. Et il est probable qu'avec le retour d'investissements étrangers plus explicites aux États-Unis via le recyclage des dollars, la situation politique devienne assez difficile parce que, et nous avons déjà connu cela, nous avons vu des entreprises japonaises s'implanter aux États-Unis dans les années 80, ce qui a provoqué d'énormes problèmes et une grande anxiété sociale. Nous l'avons déjà constaté dans certaines régions d'Amérique avec les investisseurs chinois. Et dans un contexte où le sentiment nationaliste est très fort, je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, nous assistions également à des réactions hostiles aux investissements japonais. Oui, ce ne serait pas la première fois, et ce serait tout à fait logique, mais nous verrons bien. Warwick, merci beaucoup pour votre analyse. Pour ceux qui souhaitent en lire davantage de votre part, je les orienterai vers votre Substack et votre Twitter. Y a-t-il un autre endroit où ils devraient aller? Non, cela suffira. C'est assez. Merci beaucoup, Warwick, pour votre temps aujourd'hui et à bientôt. Parfait. Ce fut un réel plaisir. Great. Absolute pleasure.